Une belle finition sur les figurines, des pièces techniques solides et rapides tout en économisant du filament, la maîtrise du logiciel Bambu Studio est une étape incontournable pour réussir toutes ces impressions. Dans cette vidéo, j'aborde la prise en main du logiciel et j'explique l'aspect technique avec des mises en situation et des exemples concrets. Au départ, je suis dans l'onglet Préparer. C'est ici que je place mon modèle 3D sur le tapis et paramètre toutes les instructions pour l'imprimante. Il y a deux grandes catégories. En haut, c'est tout ce qui concerne les modifications du modèle 3D. À gauche, c'est tout ce qui concerne les instructions pour l'imprimante 3D. Au milieu, j'ai le visu de mon plateau. Le quadrillage représente la surface d'impression. Chaque petit carré correspond à 1 cm et réparti en blocs de 5 cm sur 5. Première étape, j'importe mon modèle 3D en cliquant sur l'onglet Ajouter. Les formats les plus courants dans l'impression 3D sont les STL, 3MF, OBJ et STEP. Mon modèle apparaît alors sur le plateau. Lorsque je place celui-ci, il y a 3 zones à prendre en compte. Le rectangle gris dans le coin inférieur gauche, toute la ligne du bas et le coin supérieur droit. Théoriquement, la surface d'impression pour une X1 par exemple est de 256 de long sur 256 de large, mais dans les faits, il y a des zones à éviter. Le petit rectangle gris est réservé au déplacement de la tête d'impression, on n'y place rien dans cette zone. Il est tout de même possible d'y accéder, mais il faut modifier certains paramètres et ajouter une pièce dans la machine. Bref, c'est trop contraignant, donc sauf cas exceptionnel, on n'y touche pas. Cette zone est réservée au test du filament pour les imprimantes munies du lidar, le petit capteur qui se trouve sur la tête d'impression. On peut le désactiver facilement, on le verra par la suite. La dernière zone est une zone réservée de purge juste avant le lancement de l'impression. Pareil, c'est un peu technique pour le désactiver, donc en général, on n'y touche pas non plus. Il reste toute cette zone de libre. Avec le bouton de la souris enfoncé de haut en bas, je déplace la vue dans ce sens. Et de gauche à droite, je pivote. Je clique sur le modèle, toujours avec la souris enfoncée, je le déplace vers le haut ou vers le bas et de gauche à droite. La zone grisée représente la limite du plateau, aussi bien sur les côtés qu'en hauteur. Pour déplacer mon objet de manière plus précise, je m'aide de cet onglet. Je rentre des valeurs pour chaque axe ou je tire sur la tête de la flèche. Quand j'imprime plusieurs objets en même temps, il y a un onglet très pratique, Disposer tous les objets. Bambu Studio dispose automatiquement tous les objets de manière optimale. Avec cet onglet, je pivote dans toutes les directions. Ou sinon, je laisse Bambu Studio gérer l'orientation automatiquement avec cet onglet. Le plus souvent, j'utilise la fonction Positionner sur une face. Ça me permet de sélectionner rapidement quelle face sera en contact avec le plateau, pour profiter par exemple de l'effet texturé de la première couche, ou alors quand les contraintes techniques de mon modèle 3D m'obligent à le positionner d'une certaine manière. Ajouter une plaque, c'est pour imprimer plusieurs objets mais sur des plaques différentes. Hauteur de couche variable, c'est top. Bambu Studio réduit automatiquement l'épaisseur du filament sur certaines zones, comme les arrondis par exemple, ça donne une finition plus lisse. Les différentes couches sont moins marquées et ça fonctionne plutôt bien. En contrepartie, le temps d'impression est allongé, mais parfois ça vaut vraiment le coup. C'est une option que j'utilise assez souvent, donc dites-moi en commentaire si une vidéo détaillée sur le sujet vous intéresse. Pour l'heure, on peut cliquer une fois ou deux sur Adaptatif pour obtenir une plus belle finition. L'onglet Couper permet de slicer mon modèle, c'est-à-dire le découper en plusieurs parties. La future coupe est représentée par ce carré blanc. C'est pratique dans certains cas de figure. Par exemple, j'ai créé ce support LED que j'ai placé derrière ma table. Chaque partie s'emboîte l'une sur l'autre. Aux extrémités, je voudrais une coupe nette pour faire plus joli et par la même occasion pour ne pas que ça dépasse. Je prends ma mesure, je place mon objet sur le repère de la grille à plus ou moins 10 cm. Je pivote le carré perpendiculairement au plateau. Je déplace le carré jaune du milieu et j'effectue la coupe. À présent, j'ai deux éléments distincts, indépendants l'un de l'autre. Je supprime celui-ci avec la touche Delete. Avec cet onglet, je redimensionne mon modèle. Je tire sur l'un des carrés bleu clair aux extrémités pour l'agrandir. Avec le carré rouge et vert, je l'étire. Et avec le bleu foncé au milieu, je l'étire vers le haut. En l'étirant, je modifie les proportions du modèle 3D, donc je change sa structure. Pour une figurine, ça ne pose pas de problème. En revanche, pour une pièce technique, parfois c'est plus adapté de passer par un logiciel de modélisation 3D, comme Fusion 360. L'onglet Forme du texte permet d'ajouter du texte rapidement sur un modèle 3D. C'est plutôt intuitif. Je tape mon mot ou ma phrase dans le cadre du dessous. Je choisis la police d'écriture en gras, italique, la taille et l'épaisseur.
Il y a d'autres options de personnalisation, comme l'emplacement, l'angle et la profondeur. Avec la souris, je parcours ma forme pour placer le texte à l'endroit voulu. Clic gauche, il se fige. Je peux encore le déplacer avec le carré magenta. En cliquant en dehors de la forme, il est fixé à celle-ci. Je peux toujours revenir dessus via l'onglet Objet, Text Shape, et je reclique sur la forme du texte. Mon texte a créé un nouvel objet dans ce groupe. Quand je sélectionne le groupe, tous les éléments se déplacent ensemble. Si je sélectionne un objet individuellement, c'est seulement lui que je déplace. Si je veux les fusionner ensemble, je sélectionne mon groupe et je clique sur l'onglet Mesh Boolean. Cette option peut être intéressante si je veux par exemple mettre toute cette pièce dans la même couleur. Justement, c'est le prochain onglet. Pour les détenteurs d'un AMS, il est possible d'imprimer en plusieurs couleurs. C'est dans l'onglet Couleurs en peinture que ça se passe. Au-dessus, il y a des couleurs présentes dans l'AMS. Si j'utilise les filaments de marque Bamboo Lab, ils sont automatiquement détectés grâce à la petite puce qui se trouve sur chaque bobine. Je sélectionne la couleur désirée. Pour mettre en couleur, j'ai différents outils à ma disposition. Le cercle me permet de colorier seulement la surface d'une partie de mon modèle 3D. La sphère, je colorie également à l'intérieur de mon modèle. Le triangle permet de colorier un maillage. Le maillage, c'est comme le squelette d'un modèle 3D. En cliquant droit sur l'objet et dans l'option Simplifier, je vois toutes les structures de mon modèle. Par exemple, une forme arrondie n'est pas réellement arrondie comme on pourrait le penser. En réalité, c'est une succession de triangles aux bords bien droits. Au plus il y en a, au plus la structure se rapproche d'un arrondi lisse. C'est encore plus marquant si je diminue le niveau de détail. Voilà à quoi ressemble une structure 3D dans son simple élément. En augmentant le niveau de détail, et donc le nombre de triangles, je crée un effet d'arrondi. Mais bon, ça reste néanmoins une succession de bords bien droits. À côté, il y a plage de hauteur. Cette fois-ci, l'outil crée des contours tout le long de mon modèle. C'est pratique pour colorier uniquement les bords par exemple. Je peux régler la hauteur, c'est-à-dire la grosseur du trait. Je laisse une petite marge avant d'arriver sur une surface plane, sinon il la colorie également. Avec l'outil Remplir, je colorie toute une surface entière. C'est pratique pour mettre en couleur des grands espaces rapidement. Il détecte les contours, mais également les couleurs. C'est intéressant de le combiner avec les autres outils. Par exemple, je veux colorier en 2 couleurs. Si je clique dessus, il va tout me colorier. Logique. Je reprends l'outil Plage de hauteur, je me mets ici et je descends. De cette manière, j'ai 2 couleurs distinctes et je peux les remplir individuellement. Cet onglet est réservé à la création de supports, j'y reviens en détail plus loin dans la vidéo. Le dernier onglet est identique à ce que l'on vient de voir. Clic droit sur mon objet, j'ai également quelques options utiles. Remplir le plateau de copies, et créer autant de copies que possible jusqu'à remplir tout le plateau. C'est top pour lancer une production de pièces. Je peux aussi choisir le nombre de copies. Réparer le modèle, ça sert en cas d'anomalie avec le fichier, ou simplifier comme on a vu précédemment. Les autres options sont réservées à la création et à la modification, c'est un sujet à part. Donc voilà, mon modèle est correctement placé et orienté, je passe à la partie sur la gauche. Je me mets en mode global. Première étape, je vérifie que j'ai sélectionné la bonne imprimante. Dans ce cas-ci, c'est la X1 Carbone Buse en 0,4. Pour ajouter une imprimante à cette liste, je me rends dans cet onglet. Je sélectionne mon imprimante et la dimension de la buse. D'autres marques sont également prises en compte. Idem pour la plaque, je vérifie qu'elle est identique à celle placée dans l'imprimante. Si toutefois je me suis trompée, lors du lancement de l'impression, je reçois une notification m'indiquant que ce n'est pas la bonne plaque par rapport à celle que j'ai sélectionnée ici, ce qui va me permettre de pouvoir la changer avant que l'imprimante se mette au travail. À cette étape, c'est important de prendre le pli de vérifier que j'ai bien sélectionné la bonne plaque, car les paramètres du filament varient en fonction d'une cold plate et de la texturée. Dans l'onglet Filaments, je retrouve tous les filaments présents dans l'AMS. Je synchronise ces données en cliquant sur cet onglet. Les numéros représentent l'emplacement dans lequel le filament est inséré dans l'AMS, de gauche à droite. Sur Éditer les pré-réglages, une fenêtre s'ouvre. J'y retrouve toutes les informations du filament. Quand ce sont des filaments de la marque Bamboo, tout est déjà préprogrammé. Comme la température de la buse, la température du plateau en fonction de chaque plaque, etc. Il n'y a rien à faire.
Pour des filaments d'autres marques qui ne possèdent pas la petite puce sur la bobine, je peux les encoder manuellement. C'est super simple. Dans mon emplacement 4, j'ai une bobine de PLA de la marque Sunloop. Je clique sur le plus pour ajouter une référence. Dans la liste déroulante, je sélectionne Bamboo Classic PLA ou Générique PLA. Si je n'ai pas cette référence dans la liste, je la rajoute via cet onglet. Bamboo a déjà encodé un profil type. Je vérifie simplement que les données sont correctes par rapport à ce qui est écrit sur la bobine. En général, je vérifie si la température minimale et maximum sont identiques et également pour le point de fusion. En cliquant sur la petite disquette, je sauvegarde le profil et il se retrouve dans la liste des pré-réglages utilisateurs. À faire seulement quand les paramètres de base sont modifiés par rapport au profil type. Dans volume de rinçage, je retrouve différentes données qui représentent le volume de filament qui sera purgé entre chaque couleur. Par exemple, je passe de la couleur blanche à la noire, l'imprimante extrude 187 mm3 de filament. Du noir au rose, c'est 646, et ainsi de suite. Ça évite que les résidus de couleur se mélangent avec les nouvelles couleurs. Dans un souci de qualité d'impression, Bamboo a vu large. La quantité de filament est souvent exagérée. C'est l'une des raisons pour laquelle il y a autant de pertes avec les impressions couleur. Pour économiser du filament, on peut facilement diminuer le multiplicateur par 0,7, voire même 0,5. Si une valeur apparaît en rouge, j'encode manuellement 107 comme indiqué ici en bas. Dans l'onglet Traité, il y a un menu déroulant qui s'appelle Pré-réglage système. Ici, je choisis l'épaisseur du filament extrudé. Au plus celui-ci est fin, au plus le modèle 3D est précis. En contrepartie, le temps d'impression est plus long. Plus il est gros, plus la pièce est résistante. Par défaut, il est en 0,2 mm. C'est l'un des meilleurs compromis vitesse-qualité. Sinon, il peut varier de 0,08 mm à 0,28 mm. C'est avec ce paramètre que je joue la hauteur de couche variable, option que j'ai abordée précédemment. À la différence, ici il est constant tout au long de l'impression. Dans l'onglet Qualité, il n'y a pas grand chose à savoir. La hauteur de couche reprend la valeur sélectionnée en haut de 0,08 à 0,28. La hauteur de couche initiale, l'équivalent de la première couche, reste constante, donc 0,2 mm. Dans certains cas, on peut éventuellement grossir la première couche, mais tant qu'on n'a pas de souci, ça peut rester comme ça. Dans l'onglet Résistance, il y a quelques trucs sympas à savoir. C'est ici que je joue sur les paramètres entre rapidité, solidité et quantité de filament. Il y a 4 termes importants à connaître. La paroi, c'est le contour de ma pièce. La couche supérieure, c'est la couche du dessus. La couche inférieure, c'est la couche du dessous qui est en contact avec le plateau. Et enfin, le remplissage, c'est l'intérieur d'un élément. On retrouve souvent son terme en anglais dans les descriptions de modèles 3D déjà tout faits, le fameux infill. Ici, je joue sur ces 4 paramètres pour optimiser le temps d'impression, la quantité de filament et la solidité d'une pièce. Pour une figurine ou une pièce de décoration qui ne demande pas un usage fonctionnel intensif, je réduis la densité de remplissage de 5 ou 10%, voire même pas du tout. Pour une pièce dite technique, comme une poignée, un support, je vais plutôt rajouter une paroi et laisser le remplissage à 15%. Je peux aussi jouer sur le motif de remplissage et partir sur un nid d'abeille. Ça, c'est du cas par cas en fonction des besoins. Quand je télécharge un fichier 3D sur un site, je lis toujours les instructions d'impression du créateur. En général, il renseigne tous les paramètres à ajuster. Le plus souvent, c'est le nombre de parois et le taux de remplissage. On peut aussi jouer sur les différents motifs. Certains sont utiles, d'autres un peu loufoques, comme celui-ci. Je suppose que s'il est là, c'est qu'il a une utilité. D'ailleurs, si quelqu'un a un élément de réponse, ça serait sympa de le mettre en commentaire. Pour ma part, je modifie souvent le motif de surface inférieure, donc la première couche, de monotone à ligne monotone. Le rendu de la première couche est plus propre, surtout quand celle-ci est visible. Comme c'est le cas pour ce logo de la NASA ou encore pour le nid d'abeille sur le mur. Ça évite d'avoir des petits trous, comme si le remplissage n'est pas uniforme et qu'il manquait du filament à certains endroits. Ensuite, il y a la partie réservée au support. En fonction de la complexité du modèle 3D, il peut y avoir certaines zones de vide. 2 cas de figure. Dans le premier, les 2 éléments ne sont pas très éloignés. L'imprimante va pouvoir gérer en créant un pont entre les 2 points. C'est ce que l'on appelle un surplomb. La zone est représentée ici en bleu. Deuxième cas de figure, la distance entre les points est beaucoup trop éloignée, voire même inexistante, comme ici. L'imprimante sera incapable d'imprimer cette partie puisque rien ne retient la couche. À coup sûr, c'est une impression ratée. Pour y remédier et accéder à cette zone, je demande à l'imprimante de créer un support temporaire.
qui me permet de soutenir cette partie le temps de l'impression. Une fois l'impression terminée, je l'enlève. C'est ce que l'on appelle désupporiser une pièce. Il existe deux types de supports. Les normaux, sous forme de cubes, et les arborescents, sous forme organique, comme une racine ou une branche d'arbre. Le premier est préférable pour soutenir les surfaces planes, comme un pont par exemple, et le deuxième pour soutenir les formes plus complexes. Je les génère soit automatiquement, soit manuellement. L'automatique est pratique dans certains cas de figure, mais le logiciel a tendance à en mettre partout, vraiment partout. Alors que la plupart ne sont pas nécessaires et risquent de faire plus de mal que de bien, sans parler du temps pour retirer toute cette petite pièce et qui va impacter la finition. Du coup, je lui dis où les placer. Pour ça, je me rends dans cet onglet « Prends en charge la peinture ». Toutes les zones de surplomb sont représentées en rouge. Je peux accentuer toutes les zones concernées ou l'inverse. La Bamboo est surprenante et gère des cas de figure improbables. Mais parfois, il faut aussi lui donner un petit coup de main. Comme cette zone. Je colorie ici en dessous pour lui indiquer que je veux qu'il génère un support à cet endroit. Dans Support, je coche la case. Dans Type, je sélectionne Arborescent manuel. Bamboo génère automatiquement un support qui part du plateau vers l'endroit que je lui ai indiqué. Il existe du filament spécialement conçu pour cette fonction, le filament de support. Sa composition est différente des autres filaments, il accroche moins et est beaucoup plus facile à retirer. Je place la bobine dans l'AMS et je sélectionne son emplacement dans Support, base du radeau. Avant de lancer une impression, Bamboo Studio prévient souvent qu'il y a un besoin urgent de mettre des supports. Un petit pop-up rouge apparaît en bas, mais parfois il ne le détecte pas, comme avec la bouche de mon petit Octo. À force, je connais les limites de mon imprimante et j'ai pris le pli de porter une attention particulière à ce facteur de surplomb. C'est quelques secondes d'attention, mais au final, ça m'évite de devoir recommencer une impression. Ouf, dernier point, autre. Dans l'onglet Adhérence au lit, je crée une bordure tout autour d'une pièce. Je l'utilise souvent pour les grandes pièces, qui prennent beaucoup de place sur le tapis. Ça permet à celle-ci d'adhérer tout au long de l'impression et ça évite l'effet de warping. C'est la rétractation du filament pendant l'impression qui cause une déformation à la base ou un décollement de la première couche. Bref, tout ce qu'on ne veut pas. Ça m'est arrivé quelques fois avec du PLA sur la X1, c'est aussi lié à la ventilation auxiliaire qui souffle trop fort. Dans Réglage du filament et refroidissement, je baisse la vitesse du ventilo à 10%, voire même le couper. Et je crée une bordure extérieure tout autour. Depuis, ça m'est plus jamais arrivé. Certains diront que la bordure n'est pas nécessaire. Par expérience, je préfère perdre quelques grammes de filament plutôt que de jeter une dizaine, voire même plus à la poubelle. Tout ça parce que ma pièce est décollée ou déformée en cours d'impression. La tour de nettoyage est liée à l'impression couleur, je n'y touche pas. Les options de purge sont aussi liées à la couleur. Purger dans les supports de l'objet, oui c'est sûr, je laisse cocher. À chaque changement de couleur, une partie de l'excédent du filament de la couleur précédente est purgée dans les supports s'il y en a. Purger dans le remplissage d'objets, ça dépend. Oui, ça économise un peu de filament, mais tout dépend du choix des couleurs. Je m'explique. J'ai purgé dans le remplissage de mon petit champignon Mario. Pour le haut de la tête, c'est parfait. En revanche, pour son visage, on voit le remplissage rouge à l'intérieur. Du coup, ce n'est pas très joli. Peut-être qu'avec une première couche plus épaisse, ça serait opaque. Je devrais calculer s'il y a une réelle économie du filament entre le fait de purger à l'intérieur, mais de devoir rajouter des couches supplémentaires. Donc voilà, au cas par cas, en fonction des couleurs utilisées. Je survole en vitesse le mode spécial. Séquence d'impression, par couche ou par objet. Ça s'applique quand il y a plusieurs objets sur le plateau. Soit j'imprime tous les objets en même temps, donc couche par couche le plus courant, soit j'imprime un objet à la fois. L'imprimante en réalise un et quand elle a fini, elle passe au suivant. La contrainte, la tête d'impression a besoin d'un espace plus grand entre chaque objet pour se déplacer correctement, donc je suis limitée dans le nombre de pièces que je mets sur mon plateau. L'avantage, si j'ai un objet foiré pendant l'impression, je le stoppe sans impacter les autres. Le vase spirale est bien trop spécifique pour qu'on s'attarde dessus. Ensuite, c'est le time-lapse. Traditionnel, que tout le monde connaît. Et le lisse, la prise de vue est magnifique. La tête d'impression se cache dans le coin supérieur gauche et la caméra prend une photo à chaque couche. Le rendu est vraiment sympa. En contrepartie, ça pompe énormément en temps et en filament. À chaque couche, la tête d'impression purge, se nettoie et refait un passage. À utiliser que pour les petites réalisations ou alors si on est vraiment motivé. Surface irrégulière, ça permet de créer un aspect rugueux, de type peau. Je ne l'ai pas encore utilisé, si quelqu'un l'a déjà essayé, ce serait sympa qu'il m'en dise un peu plus dans les commentaires.
Mon modèle est correctement placé et les paramètres sont optimisés en fonction de mes besoins. Je clique soit sur aperçu à gauche, soit sur trancher le plateau à droite, c'est pareil. Le logiciel décompose chaque étape de l'impression. En gros, il détermine ce que l'imprimante doit faire pour imprimer la pièce. La barre de droite permet de visualiser chaque couche et la barre du bas permet de voir le chemin qu'emprunte la buse tout le long de la couche. Ensuite, je clique sur imprimer plateau en haut à droite. C'est la dernière étape avant l'impression. Ici, je vois le temps d'impression et le nombre de grammes de filament utilisés. Les bobines présentes dans l'AMS sont ici. Je sélectionne la couleur désirée. Je vérifie une dernière fois que l'imprimante sélectionnée est la bonne. La mise à niveau du lit est la calibration de l'imprimante. Je laisse cocher. Pareil pour le timelapse et l'AMS. Le Flow Dynamics est le test de débit de filament, avec vérification par le capteur LiDAR. Il est recommandé de l'activer avec la cool plate et de le désactiver avec la plaque texturée. Seul un filet de filament sera extrudé à l'avant de la plaque. Je clique sur Envoyer, mon fichier est alors transféré sur la carte SD présente dans l'imprimante et l'impression commence. C'est avec joie que je partage toutes mes astuces et mes raisonnements pour que la création soit un plaisir et accessible à tous. Cette formation est une base solide pour lancer ses impressions 3D dans les meilleures conditions. Et abonne-toi pour plus de tutos.